Et c'est parti du coup pour la première partie du brief juridique qui concerne les contrôles d'identité par rapport au contexte et à la stratégie. Déjà, quand vous allez en action, généralement, enfin en tout cas le cadre d'action d'XR, c'est des actions à visage découvert, avec toute la polémique dans laquelle on rentrera pas de masquer, pas masquer en ce moment. Voilà, donc à visage découvert, et dans l'idée, on revendique et on assume ce qu'on fait publiquement et médiatiquement. Avec l'attitude donc de non-violence dont on a parlé tout à l'heure, on insiste aussi dans le brief avec tout ce qui est de ne pas avoir des objets qui peuvent servir d'armes à destination, des petits couteaux, même des bouteilles en verre parfois. Alors c'est très difficile de savoir vraiment qu'est-ce qu'ils peuvent entendre là-dessus, parce que on se rend compte notamment avec l'expérience des Gilets jaunes que beaucoup de choses ont été détournées et qu'un simple masque a pu être porté comme arme à destination, alors que, enfin, un masque en tissu quoi. Donc ça peut aller très loin, mais un parapluie, ce genre de choses, alors que pour autant quand on bloque quelque part et qu'il pleut des cordes, d'avoir un parapluie c'est pas mal quoi. Mais du coup peut-être privilégier des bâches à ce moment-là ou des choses comme ça. Bref, il y a ce truc-là, et il y a aussi la chose de on dit en tout cas aux participants et participantes de ne pas avoir d'alcool et de drogue sur le lieu de l'action. On se met déjà en situation de vulnérabilité par rapport au cadre juridique. Du coup, ça sert à rien d'en rajouter au niveau des chefs d'inculpation qui pourraient nous être posés. On disait aussi avant d'avoir toujours un peu de monnaie sur soi. D'une part, si on se fait évacuer ou nasser ou réorienter vers des stations de métro, pour pouvoir avoir des tickets de métro et pour pouvoir partir, quoi. Mais après, ça peut aussi être par rapport au délit de mendicité. Alors, je crois que ça s'est jamais tellement vu, mais en fait, voilà, ça pourrait nous être inculqué de si on est sur un pont et qu'on n'a rien dans nos poches, c'est tiré par les cheveux. Hein. Mais bon, par sûreté, on peut se prévoir 5-10 euros de monnaie dans ses poches, c'est pas très compliqué. Ils peuvent retrouver notre... Non, c'est vraiment pas si simple, effectivement. Alors, justement, contrôle d'identité. Donc, vous êtes sur une action, les forces de l'ordre arrivent. Très souvent, elles vont demander l'identité à tout le monde. Généralement, ce qu'on dit sur des actions de type symbolique ou qui n'engendrent pas une action peut-être un peu ponctuelle ou comme ça, voilà, l'idée c'est on se cache pas et on donne notre identité. L'identité, c'est quoi? C'est uniquement ce qu'on appelle la petite identité. C'est les informations qui sont sur votre carte d'identité uniquement, en plus du nom et prénom de vos parents pour éviter les homonymes. Donc sur la petite identité, on retrouve le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance et une adresse qui est valide pour si jamais il y a des poursuites derrière, que vous puissiez avoir des courriers. Et du coup, le nom et prénom de vos parents pour éviter les homonymes. Donc voilà. Vous pouvez et vous ne devez pas donner votre profession et d'autres informations, votre numéro de téléphone, votre adresse mail, toutes ces choses-là, ils n'ont pas à les avoir. Au-delà de la petite identité, le reste, toutes les questions, c'est « je n'ai rien à déclarer ». Et ça, on va aussi le voir beaucoup sur la garde à vue, mais c'est vraiment le maître mot dans tout ça. Pareil, si vous êtes sur une question de « c'est vous qui avez organisé l'action », je n'ai rien à déclarer. Ou alors, c'est XR ou des informations très superficielles et que tout le monde peut retrouver. Genre XR est un mouvement horizontal, il n'y a personne qui est organisateur ou organisatrice. Ça, c'est très très important. Quand vous êtes sur une action, c'est ah non, mais moi je sais pas, par contre elle doit savoir parce que c'est elle qui a fait le brief. Non, surtout pas. Il n'y a jamais personne qui est responsable, qu'on se fait arrêter de quoi que ce soit. On est tous et toutes responsables collectivement de ce qu'on fait. Je parle de stratégie aussi par rapport au contrôle d'identité. Donc, je vais d'abord finir avec ce cas-là. Donc, les flics arrivent, contrôle d'identité. Donc, soit ça peut se faire de façon très très spontanée sur le lieu de l'action et du coup, ils vous demandent juste et c'est tout. Mais un contrôle d'identité, ça peut aussi être emmené du coup dans la voiture de police ou alors même au poste.
Et dans ce cas-là, le contrôle d'identité, au total, il peut durer 4 heures. Pas plus. Au-delà, c'est soit il vous relâche, soit il vous passez en garde à vue. Sachant que les gardes à vue, on verra tout à l'heure, mais le temps du contrôle d'identité est déduit de la garde à vue. Vous verrez que la garde à vue, c'est 24 heures. Si vous faites 4 heures de contrôle d'identité, la garde à vue réduira à 20 heures. Voilà pour ça. Et donc là, pareil, contrôle d'identité, c'est uniquement votre petite identité, rien d'autre. On vous conseille par rapport, mais ça, je pense que Rakmi, tu le diras aussi tout à l'heure, mais par rapport à vos téléphones, de ne pas les avoir sur vous si c'est pas indispensable. Voilà, pour plein de raisons, mais si vous avez des messages ou plein de choses, on ne sait pas trop ce qu'ils peuvent faire avec, et du coup, c'est quand même mieux de ne pas les avoir. Mais je pense que tu y reviendras peut-être un peu plus après Rakmi. Voilà pour le contrôle d'identité basique. Bien leur demander si vous êtes emmené au poste, si c'est un contrôle d'identité, si c'est une garde à vue et à partir de quand ça commence, pour que vous ayez quand même une notion de là où vous en êtes. Aussi pour éviter les trucs de on vous embarque mais on ne sait pas pour combien de temps et du coup c'est pas légal. Ils doivent vous spécifier pour combien de temps vous êtes emmené ou pas. Oui. Faut imprimer le pass sanitaire alors si pas de téléphone. J'avoue que là, sur les dernières actions que j'ai fait, ils nous demandaient même pas le pass sanitaire en fait. Voilà, c'est ça. Il y a rarement besoin et c'est pas le chef d'inculpation qui vont rechercher tout de suite si on est sur un blocage ou quoi que ce soit. Donc bon, c'est pas. Et après, si vous pouvez, oui, si vous voulez être plus safe par rapport à ça, effectivement, ayez le version papier et puis voilà, c'est plus simple. Oui, Albatia. Oui, j'ai une question. Est-ce que quand ils prennent notre contrôle d'identité et enfin, genre juste dans la rue comme ça, que genre tu vas pas au poste, est-ce que c'est enregistré quelque part et est-ce que c'est enregistré pendant un certain temps? Ça, c'était une première question et j'ai une deuxième question par rapport au fait, tu disais là, à partir de quand et genre pour combien de temps? Tu parles du contrôle d'identité, et comment, point d'interrogation, et comment ils peuvent savoir combien de temps ils vont te garder en contrôle d'identité si tu parlais du contrôle d'identité? Alors, la première question. Attends, mince, j'ai déjà oublié. Attends, vas-y. C'est quand, quand la police arrive dans la rue et qu'ils te demandent ton contrôle d'identité, est-ce que c'est enregistré quelque part et pour combien de temps, si c'est le cas? Alors oui, ils enregistrent effectivement que tu étais présente à tel endroit à tel moment. Par contre, du moment où il n'y a pas de chef d'inculpation ou quoi que ce soit, eux, ils gardent une trace, mais ça dure quelques mois, mais pas plus. Et en fait, t'as le droit d'être là où tu veux quelque part. Après, tant qu'il n'y a pas de procès derrière, ça prouve rien. Mais par contre, eux, effectivement, notamment si c'est des gendarmes, la première mission de la gendarmerie, c'est du renseignement. Et du coup, ils vont forcément garder ça dans leur dossier. Après, la durée dans laquelle ça reste, il me semble que c'est 6 mois. Et au-delà de 6 mois, tu me confirmeras, Rakmi, mais normalement, ils sont censés faire table rase sur vos données. Et par rapport à la durée et tout ça du contrôle d'identité, en fait, c'est important de savoir si vous êtes en contrôle d'identité ou en garde à vue. Ça change déjà vous par rapport à psychologiquement si vous vous embarquez pour 4 heures ou si vous vous embarquez pour 24 heures. Sachant que bon, il y a eu des cas où c'était prolongé avec des grandes gardes à vue, mais ça peut aussi être que quelques heures. C'est pas parce qu'une garde à vue peut aller jusqu'à 24 heures que ce sera 24 heures. Par contre, un contrôle d'identité, ça peut pas aller plus que 4 heures. Et des fois, il y a un petit peu des dépassements de fonctions où ils jouent un petit peu sur le flou et ils prennent plus que 4 heures pour juste un contrôle d'identité. Au bout de 4 heures, vous êtes libre. Ou alors, ils vous placent en garde à vue. Mais dans ce cas-là, il faut que ce soit clair pour vous et pour pas vous faire avoir, en fait, c'est ça. Alors, j'ai une autre question, c'est peut-être un peu, est-ce qu'ils font la reconnaissance faciale avec les photos prises sur les actions? Ça pourrait, ouais, ça pourrait. On n'en sait rien, en fait. Pour le moment, là, ils sont capables de
de tout. On ne sait pas encore exactement ce qu'ils feront dans les années à venir, surtout avec les nouvelles lois Avia, etc., qui sont passées dernièrement. C'est possible qu'ils en fassent, effectivement. Voilà. Et après, donc, il y a aussi, sur certaines actions, la stratégie de ne pas donner son identité. Ça peut arriver et ça commence à se développer un petit peu dans XR. On voit ça depuis quelques mois. Ça peut être, par exemple, nous, on s'était posé la question sur une action qu'on avait fait, donc une action de sensibilisation. On avait fait un cortège dans les rues d'Annecy. Donc en soi rien de spécialement bloquant ou quoi que ce soit, mais on savait que l'attroupement était au-delà du nombre autorisé par rapport au pass sanitaire, etc. Et qu'on risquait en fait sur ce truc-là des amendes gratuites en quelque sorte, où ils arrêtent les gens, ils demandent l'identité, vous n'avez pas le droit d'être là à tant de personnes, je vous amende. Donc pour éviter ça, comme on était assez nombreux, on a dit on donne pas notre identité, comme ça ils sont obligés d'emmener au poste. Sauf que dans des petites villes comme ça d'Annecy, ils vont pas emmener 50 personnes au poste pour vérifier les identités, c'est sûr que non. Donc si on fait bloc ensemble, ça marche. Et du coup, il n'y a pas d'amende ou quoi que ce soit. Et c'est ce qui avait été fait et ça avait marché pour le coup. Voilà. Après, ils peuvent effectivement vous emmener au poste. Moi, j'avais discuté avec un juriste qui bosse pas mal avec nous. C'est assez compliqué pour eux si vous n'avez pas tellement de passifs militants ou si c'est vos premières actions de vous retrouver comme ça, ils pourront pas. Parce qu'ils n'ont pas d'éléments plus de rebelles. Ah ouais, ça c'est clair. Ils ont pas d'éléments en fait contre vous, donc ils peuvent pas vous. Enfin, le temps d'avoir une reconnaissance faciale, il faut déjà avoir un fichier de base. Et pour le moment, ils peuvent encore pas se servir des réseaux sociaux ou des choses comme ça pour axer sur votre identité. Et après, si vous êtes emmené, ils vont vous demander prise potentiellement pour vérifier votre ADN d'empreinte parce que vous avez peut-être un passeport biométrique ou ADN. Mais ça, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais si vous dites pas votre identité, il faut rien donner jusqu'au bout. Il faut y aller. Et puis voilà. La prise d'empreinte peut se faire. En fait, ils peuvent jouer sur le fait de OK, vous voulez pas nous donner votre identité, donnez-nous vos empreintes. Sachant que vous le verrez avec RAPMI, mais c'est un délit de refuser. Mais à partir du moment où vous ne donnez pas vos identités, c'est justifié de ne pas donner vos empreintes, parce que sinon ça vous grille, quoi. Pour les réseaux sociaux, en fait, pour le moment, ils vont faire des recherches, évidemment, sur est-ce que telle ou telle personne a des affinités avec le compte XRNC. Mais il n'y a pas de reconnaissance faciale. Enfin, en fait, ils rentrent pas les personnes des réseaux sociaux dans leur logiciel de reconnaissance faciale. Ils rentrent les personnes dans leur logiciel qu'à partir du moment où elles ont été arrêtées et inculpées avec du coup les photos et la petite pancarte là que vous avez quand vous allez en garde à vue. Là, par contre, il y a une reconnaissance faciale qui peut s'effectuer si vous avez des antécédents de ça. Voilà pour ce premier truc sur le contrôle d'identité. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, carrément. C'est pour ça que RAPMI disait en début de formation que là, ce qu'on vous donne, c'est valable à l'instant T. Dans 2 mois, dans 6 mois, on n'en sait rien si ça sera encore valable. Donc c'est important sur ces sujets-là de se tenir informé. Oui, vas-y, RAPMI. Oui, j'ajouterais là-dessus sur se tenir informé que c'est aussi au rôle des personnes qui organisent les actions de le faire. Et du coup, normalement, là, on va vous faire un brief, mais c'est pas la seule fois que vous l'aurez. Là, on va pouvoir le voir en long, en large et en travers, poser toutes vos questions. Mais normalement, avant chaque action, pendant le brief, il y a aussi un moment juridique où on vous refait ce brief-là peut-être un peu plus rapidement, mais surtout avec les spécificités de l'action. Qu'est-ce que vous risquez si vous avez tel rôle, où en est la loi à l'instant T, etc. Donc ça va aussi se mettre à jour comme ça. Mais là, ça permet de l'avoir une première fois, de démystifier un peu tout ça, et qu'après, ce soit juste un rappel et que ce soit plus facile à retenir. Tu réponds, vas-y. Oui, je peux essayer de répondre. En fait, on ne sait pas trop, on n'a pas encore énormément de recul là-dessus. C'est juste que, en fait, on pense que c'est une stratégie qui peut vraiment valoir le coup d'être menée.
Parce que s'ils peuvent pas contrôler l'identité et arriver jusqu'au bout des 4 heures sans avoir trouvé l'identité de la personne, en fait, il n'y a aucune charge portée pour X, quoi. Et il y a déjà eu des gens qui se sont retrouvés au bout de 4 heures et ils sont sortis parce que on pouvait rien faire de plus. Et pour mettre quelqu'un en garde à vue, il faut vraiment des chefs d'inculpation et un dossier. Enfin, on met pas quelqu'un en garde à vue comme ça non plus. Et nous, en tout cas, le juriste. Après, ça dépend aussi du contexte local des forces de l'ordre. Hein. Là, je parle plus de ce que je connais en Haute-Savoie. À Paris, peut-être que c'est un petit peu différent quand même. Hein. Mais du coup, effectivement, voilà, il y a peu de chances. Enfin, notre juriste nous disait qu'il y avait peu de chances au bout des 4 heures qu'on soit mené en gave juste parce qu'on n'a pas une identité d'une personne. Où est-ce qu'on trouve les dernières vérifs sur les lois déjà ça, c'est une bonne question. Je pense que sur tout ce qui est journal officiel, tu peux les avoir, mais il faut se farcir des textes de loi et des trucs comme ça, donc c'est pas forcément évident. Sinon, il faut essayer d'aller choper des articles dans la presse. Je sais pas si d'autres personnes ont des infos sur cette question d'ailleurs. Si, on a bien sûr des juristes, on a tout un groupe de support thématique qui est un groupe de support juridique avec des avocats, des avocates qui nous aident aussi sur ce point-là. Mais après, en local, chaque groupe local en fait se débrouille aussi avec des personnes qu'il a à proximité. Oui, pas de souci. Ouais, effectivement, je comprends. Un grand merci à toi d'être venu de si loin, même s'il s'agissait juste de cliquer sur un bouton, mais c'est cool d'avoir aussi des personnes venues de Belgique. Et puis à bientôt, j'espère. Et pour les autres, on a fini un petit peu cette partie-là. Du coup, je vais te laisser la parole, Rakmi, pour la suite. Carrément, merci. Donc, la garde à vue un peu plus spécifiquement. Donc à la suite d'un potentiel contrôle d'identité où il vous aurait emmené au poste ou directement, il peut y avoir une garde à vue. En gros, la garde à vue, ça commence comme la vérification d'identité à partir du moment de la privation de liberté. Donc ça veut dire que si vous êtes nassé depuis 2 heures et qu'ensuite commence le contrôle d'identité, en théorie, ça fait 2 heures que le cadre a déjà commencé. Et donc la garde à vue, c'est pareil, sauf que c'est une durée maximale de 24 heures. Donc, comme le disait le Selby, ça peut être à la suite des 4 heures de vérification, par exemple, où là, ils vont vous notifier votre garde à vue, et auquel cas, ça a déjà commencé depuis 4 heures. Ou alors, ça peut être directement dans la rue, ils vous disent, voilà, vous avez fait ça, je suis désolé, ça va être garde à vue directement. C'est assez rare que ça se passe immédiatement. En général, ils vous amènent au poste, parce que c'est un officier de police judiciaire qui doit vous spécifier la garde à vue. Et pour une garde à vue, il faut que vous ayez commis un délit puni d'une peine d'emprisonnement. C'est la contrainte, il faut qu'il y ait juste ça. Donc, griller un feu rouge, vous ne pouvez pas faire une garde à vue. Par contre, dégradation mineure ou intrusion, vous pouvez faire une garde à vue. C'est cette donnée-là qui va faire la différence, c'est le délit puni d'une peine d'emprisonnement. Et c'est là que c'est intéressant de voir, pendant le brief juridique, qu'est-ce qui fait quoi, parce qu'on va vous donner des sommes astronomiques avec des années de prison à la clé, qui sont le maximum. Évidemment, il faut toujours passer par un procès pour ça, mais par contre, ça permet au moins de voir s'il y a une potentielle peine d'emprisonnement et du coup, si c'est passible d'une garde à vue. Si vous ne vouliez pas faire de garde à vue, vous savez que vous ne devez pas faire cet élément dans l'action pour éviter de prendre les risques que vous ne voulez pas prendre. Donc voilà pour la garde à vue. Donc c'est ça, à partir du moment où à partir du moment où la garde à vue dure 24 heures, pas forcément à partir du moment où elle est notifiée du coup, et il faut un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Pendant la garde à vue, si je résume un peu, il y a 3 droits et 3 devoirs. 3 droits essentiels, disons, et 3 obligations. Ça permet de se clarifier un peu les choses, même si il y a des droits à un interprète, mais que il y en a 9 ou des droits, je crois, mais du coup, il y en a 3 essentiels. Dans les 3 droits, il y a le médecin, l'avocat et l'appel à un ami.
Le médecin, vous pouvez le demander à n'importe quel moment de la garde à vue. Il est censé arriver dans les 3 heures. Ah, je confonds toujours avec l'avocat. T'as l'info, tu te rappelles, c'est 3 ou 4. Enfin, je me rappelle plus, il y a 2, 3 et 4. Tu as l'info ou... Je crois que l'avocat, c'est 2 heures. Ouais, l'avocat, c'est 2. Ouais, et médecin, moi j'ai 3 heures en tête. Ok, moi c'était ça. Du coup, médecin, 3 heures, il doit arriver dans les 3 heures en théorie. Après, il peut avoir du retard, voilà, mais la loi dit le médecin doit arriver dans les 3 heures. Et le médecin, du coup, vous avez le droit de vous entretenir avec lui. Si jamais vous voulez des médicaments qui nécessitent une ordonnance, il faut avoir l'ordonnance sur vous. Alors, ça va à l'encontre de la stratégie de ne pas donner son identité, parce que sur l'ordonnance, il y a votre nom, prénom. Mais voilà, pour avoir un traitement avec ordonnance, il faut que vous preniez votre ordonnance en action. Pour tout le reste, si c'est juste un Doliprane, il peut vous en donner ou des cachets pour dormir parce que vous êtes stressé et tout ça peut le faire. En revanche, ce à quoi il faut faire attention avec le médecin, c'est qu'il est, comme l'avocat, tenu au secret professionnel, mais uniquement de sa profession. C'est-à-dire qu'en fait, le médecin va être tenu au secret médical. Si vous lui dites que vous êtes asthmatique, il ne va pas le répéter à la police. Par contre, si vous lui dites c'était chaud à organiser comme action, rien ne l'empêche d'aller voir la police. Surtout que c'est souvent les mêmes médecins qui vont dans les commissariats, donc en général, ils connaissent les policiers. Donc attention à ça. Médecin, il faut s'en tenir à tout ce qui est de l'ordre du médical. Et voilà. Le médecin peut également servir, si vous ne le sentez pas trop, si vous êtes blessé pendant l'action est arrivée, il peut servir à vous soigner. Et il peut aussi acter le fait que là, vous n'avez rien du tout. Et si jamais vous subissez potentiellement des violences pendant la garde à vue, comme vous avez quelque chose qui acte qu'en entrant tout allait bien et en sortant ça va moyen. Ok, sauf pour les blessures du note. Et en sortant ça va moyen, il peut acter que c'était quelque chose qui s'est passé pendant la garde à vue. Donc voilà, ça peut aussi être rassurant d'avoir cette donnée-là, même si c'est pas rassurant pour la suite, mais voilà. En tout cas, voilà, le médecin, c'est tout ce qui touche au domaine du médical et il ne faut pas lui donner autre chose comme information sur vous. Le deuxième droit que vous avez, c'est le droit de voir un avocat qui, lui, est censé arriver dans les 2 heures. Alors encore une fois, c'est censé. Moi, il avait mis 4 heures, mais bon, il était 20 heures. Donc, à la base. Du coup, voilà, l'avocat est censé arriver dans les 2 heures. Et l'avocat, lui, il est aussi tenu au secret professionnel, mais du coup, c'est tout ce qui va toucher à l'action. Donc lui, vous pouvez quasiment tout lui dire. En réalité, il va rien. Lui, il est là pour vous défendre avant tout. C'est le droit à la défense. Vous avez un entretien. Est-ce que le médecin, en fait, en théorie, oui. Le souci, c'est que si avant la garde à vue, si vous appelez le médecin après les violences policières et qu'il n'y a pas acté avant que tout allait bien, faut voir à quel point le médecin vous croit ou pas, quoi. C'est un peu comme partout. Donc en théorie, oui, mais il faut que ce soit prouvable d'une quelconque manière. Il peut acter des violences, en fait, le médecin, mais il ne peut pas légalement vous dire que c'est telle personne qui l'a fait. Donc voilà, c'est plutôt une stratégie de dire, avant la garde à vue, vous voyez le médecin pour acter que tout est bien, tout va bien. Et là, ça fait une preuve pour si à la sortie de la garde à vue, vous avez quand même... Ok. Ils ont déjà rejoint. Ah, hello. Donc j'étais sur l'avocat, qui du coup, lui, vous pouvez un peu tout lui dire, donner votre numéro de téléphone, votre nom, prénom, si jamais vous n'avez pas donné à la police. Lui, en théorie, il va rien dire, et en pratique aussi. Par contre, l'entretien est réduit à 30 minutes. Il y a uniquement 30 minutes avec l'avocat pour préparer votre défense. Le petit truc avec l'avocat qu'il faudra préciser, c'est que c'est pas forcément toujours, ça fait beaucoup de guillemets, mais c'est pas forcément des avocats militants qui sont habitués aux stratégies de désobéissance civile non violente. Donc tout ce que vous a dit Lucie Olby sur la stratégie de la petite identité, de ne donner que le strict minimum et rien d'autre pour ne pas être fiché plus que ça, pas vous mettre en danger ou mettre en danger juridiquement, j'entends, d'autres personnes, en fait, parfois, ils vont vous dire, si, dites tout, ce sera plus rapide, plus facile, parce qu'ils ne sont pas toujours formés, elles sont pas toujours formés à cette stratégie-là. Donc, attention potentiellement à leurs conseils, et dans ce cas-là, dites-vous juste que c'est quelqu'un qui va juste acter que vos droits sont bien respectés, mais ça ne va pas être un conseiller sur le moment. C'est pour ça que pour des actions un peu tendues, on appelle souvent des avocats en amont, qui sont là, pas
pas que vous preniez un commis d'office, quoi, en fait. Il y a un avocat qui vous appelez, vous savez que c'est bidule au barreau de votre ville, et du coup, ils sont censés retrouver le numéro. Et, et du coup, là, il va plutôt vous défendre. Ouais, c'est ça, voilà. Oui, n'importe quel garde à vue. Du coup, soit c'est un avocat militant, soit c'est un commis d'office qui parfois n'est pas formé. Moi, j'ai eu une bonne surprise en commis d'office, donc ça peut arriver aussi. Mais un avocat militant, là, lui, il va être de meilleurs conseils. Il connaît l'action, il sait sûrement ce que vous avez fait, il a été prévenu par la base arrière potentiellement juridique qu'on a vu tout à l'heure là. Donc là, ça vaut plus le coup de vous épauler. Et quand vous le sentez, quand vous faites une garde à vue classique, c'est toujours bien de demander à un avocat parce que ça permet que, voilà, au minima, vos droits sont respectés, vous faites pas, ils font pas n'importe quoi, elles font pas n'importe quoi. Donc ça peut valoir le coup même de prendre un commis d'office qui a l'avantage d'être forcément gratuit et tout ça, juste pour faire le strict minimum. Mais si vous sentez que les policiers sont tendus, que vous êtes tendu, vous avez peur de dire des conneries, que vous avez fait vous êtes pas mal mis en danger juridiquement avant ou quoi, ça peut valoir le coup d'avoir un allié à l'intérieur qui peut un peu vous faire un moment donné où vous pouvez parler un peu plus librement, vous confier un peu. Enfin voilà, ça peut valoir le coup d'avoir un soutien moral avec l'avocat aussi, ça peut servir. Et du coup, ça sert beaucoup, tous ces droits, etc., pour ce qui arrive juste après l'entretien avec l'avocat, et l'audition. Une audition, ça va être un peu comme la vérification d'identité. Ils vont vous reposer des questions. Et là, vous n'êtes tenu une fois de plus que de donner votre petite identité. Donc, tout ce qu'il y a sur la carte d'identité, en plus du nom et prénom des parents, et potentiellement de la mise à jour de l'adresse. Donc voilà. Et là, pas plus. Alors, deux choses. L'avocat au poste n'est pas lié, il ne pourrait pas avoir de micro, par exemple? Non. Bah, on n'est pas encore. Enfin, non, là, c'est pas légal. Alors, s'ils ont des micros, vous pouvez porter plainte pour vice de procédure. Je ne sais pas, mais je comprends là où tu dis où est-ce que ça s'arrête, mais a priori, ça s'arrête pas là. Enfin, ça s'arrête avant, quoi. Il n'y aura pas de micro dans l'entretien avec l'avocat. Et du coup, pas de souci. L'audition, petite identité, et deux choses à avoir en tête. La première, c'est qu'ils peuvent vous poser des questions complètement dans le désordre, et que ça peut être assez troublant. Pareil, ils ne vont pas vous demander votre nom, votre prénom, votre adresse, date de naissance, voilà, tout ce qui est sur votre carte d'identité, et après commencer à vous... Voilà, ils peuvent aussi commencer par vous donner nom, prénom, ensuite votre profession, ensuite votre âge, est-ce que vous êtes célibataire ou marié, hop, et du coup là, prenez votre temps en fait. Vous avez tout le temps qu'il vous faut pour vous poser la question sur chaque question, vous dites, attendez, est-ce que ça fait partie du truc, est-ce que je peux le dire ou pas? Vous n'êtes pas pressé, même si c'est des moments sous tension et tout, mais c'est justement un moment donné où vous pouvez faire des bêtises, donc ça peut valoir le coup de souffler un peu, de demander à prendre son temps et de répondre correctement aux questions pour ne pas vous mettre dans la galère ensuite. Et la seconde chose, c'est que en fait, plus vous allez parler, plus ils vont vous poser de questions. Alors ça a pas mal d'implications. Si jamais vous vous sentez à l'aise et que ça va, vous avez fait une toute petite action, que vous avez envie de défendre l'écologie et tout, bah en fait, c'est pas forcément... Alors, je vais répondre à cette question juste après de Maxime. C'est pas forcément bien. Si jamais en fait vous passez pour le bon militant, gentil avec la police et tout ça, parce qu'en fait vous êtes à l'aise, ça va, vous n'êtes pas sous tension, la personne après vous qui a des problèmes avec l'oppression policière et tout ça, qui va mal répondre aux questions, qui va être un peu plus froide, bah en fait, ne serait-ce que ça peut ne pas lui desservir à cette personne. Du coup, ça fait une raison de rester neutre. Une autre raison, c'est que, bah, évidemment, si vous commencez à parler d'un truc, bah, vous dites oui, mais attendez, moi j'étais sur le pont, hop, là vous venez de dire que vous étiez sur le pont. En fait, ça va hyper vite, alors que pour le moment, ils n'avaient même pas acté ça, quoi. Donc en fait, tout va super vite. C'est un peu tout ce que vous pourrez dire pourrait être retenu contre vous. Si on ne donne pas notre profession, parce qu'en fait, si vous dites que vous êtes cadre, sup, l'amende va être plus salée. Parce qu'en fait, une amende, c'est fait pour vous coûter quelque chose. Et du coup, bah, s'ils comprennent que vous gagnez bien votre vie, bah, ils vont vous mettre une amende en conséquence. Voilà, tout ça, c'est de la théorie. Ils ne vont pas forcément jouer sur tous les détails, mais c'est des choses à garder en tête. Et du coup, pour une hygiène globale un peu plus satisfaisante, il faut s'arrêter au je n'ai rien à déclarer pour éviter n'importe quelle mise en danger de vous, de d'autres personnes, etc.
Même une question aussi simple que est-ce que c'est vous sur la photo? Avec vous sur la photo, vous avez le droit de dire je n'ai rien à déclarer. C'est parce qu'en fait, c'est le début de la fin, en fait. Parce qu'en fait, si c'est vous sur la photo ou que c'était sur le pont, bah, en fait, ça veut dire oui, j'étais sur le pont. Donc en fait, mieux vaut s'arrêter directement, quoi. Et sur le je n'ai rien à déclarer, je préciserai quelque chose qui m'a été spécifié pendant ma garde à vue et que je trouvais très pertinent. C'est le ton avec lequel on l'amène. Le je n'ai rien à déclarer, c'est une phrase classique, ils la connaissent, ils savent ce que ça veut dire. Mais quand ils vous demandent est-ce que vous êtes célibataire et que vous dites je n'ai rien à déclarer froidement, bah en fait, ça peut jouer en votre défaveur. L'officier de police judiciaire qui est en face de vous, c'est lui qui va appeler ensuite le procureur pour demander est-ce que vous pouvez sortir. Avec un peu de chance, sauf s'il y a une rotation entre-temps, mais en fait, ça vaut pas vraiment le coup d'être froid, d'être... non, mieux vaut rester courtois. Donc moi, on avait travaillé une phrase pour dire ce n'est... je n'ai pas pour but d'entraver ou de ralentir votre travail, mais pour uniquement me défendre, à partir de ces questions, je vais utiliser mon droit au silence. J'ai fait une phrase en mettant beaucoup trop de forme. Mais voilà, en fait, ça permet de dire, ok, bon, il n'est pas juste méchant, il veut se défendre, et du coup, elle a marqué ça en toutes lettres dans mon procès verbal, et je me suis dit, ça se trouve, ça m'a servi après, quoi. Donc voilà, la phrase, ce n'est pas contre vous, mais je vais exercer mon droit au silence sur cette question, peut-être à un peu plus de forme que je n'ai rien à déclarer, qui peut être un peu pris froidement. Voilà, ça, c'est juste une réflexion là-dessus. Si jamais vous ne sentez pas de faire ça et que vous n'avez pas envie, c'est pas d'obligation. Voilà, c'est ça. Je sais que vous faites votre âme et je n'ai rien à déclarer. Tout ça, ça permet de mettre un peu les formes sur des choses qui, elles aussi, en face, ça les amuse pas beaucoup de poser des questions et d'entendre j'ai rien à déclarer. Et en plus, en général, après, ils arrêtent de vous poser des questions, puisqu'en fait, voilà. Et puis, encore une fois, ça sert. Si jamais ça fait 10 personnes qui n'ont rien à déclarer, bah, la 11e personne, en fait, ils vont lui poser les 3 questions classiques et après, ça sera terminé, quoi. Donc, ça sert en plus les autres de pas trop parler. Voilà. Tout ce contexte-là pour l'audition, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est petite identité, et tout le reste, vous n'avez pas à le donner, vous n'avez pas à dire oui, pas à dire non, vous dites je n'ai rien à déclarer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et du coup, ah oui, il y a la question de Max à laquelle il faut que je réponde. Et je rajouterais que pendant toute la durée de l'audition, l'avocat sera présent, mais n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Voilà, il a juste, il fait acte de présence en fait pour vérifier que vos droits sont respectés, mais il n'a pas le droit normalement de prendre la parole. Et du coup, la question de Max, si je comprends bien, on peut pas donner son identité, on peut ne pas donner son identité pendant le contrôle d'identité, mais en audition, on doit la donner. En fait, il y a une toute petite subtilité qui n'est pas forcément hyper utile, mais il y a une différence entre le contrôle d'identité et la vérification d'identité. Contrôle d'identité, c'est dans la rue, alors que vérification d'identité, c'est au poste. Contrôle d'identité, si vous ne la donnez pas et que ça s'arrête là, bah, en fait, ils ne vont rien faire. Par contre, s'ils disent, bon, bah, t'es relou, on t'emmène au poste pour faire une vérification d'identité, c'est un autre cadre juridique qui est quasiment pareil, en fait. La seule différence, c'est que si jamais tu ne la donnes pas, bah, en fait, ils peuvent prendre tes empreintes. Mais en fait, comme le disait Lusselby, si tu arrives à garder cette ligne de je ne donne pas mon identité et ensuite tu refuses les empreintes, refuser les empreintes, ça peut aller jusqu'à 3 000 € d'amende, 3 ans de prison. Mais si c'est 3 000 €, 3 ans de prison pour X, bah, ça va s'arrêter là, quoi. Donc, si tu le sens et que ça va, bah, tu peux faire ça. Même si eux, ils peuvent te menacer d'une garde à vue, de choses comme ça. Ça peut, en fait, engendrer une garde à vue, parce que si tu refuses, du coup, les empreintes, ça fait un délit puni d'une peine d'emprisonnement, donc ça peut justifier une garde à vue. Mais il faut vraiment qu'ils soient très énervés contre toi, quoi. Si avant, tu te baladais juste dans la rue et tu n'avais rien fait, voilà. C'est un peu à voir en fonction de comment toi tu le sens, qu'est-ce que tu as fait avant et adapté à chaque contexte. Mais en gros, c'est ça. Ça peut valoir le coup de garder, et voilà. Après, ça va être un jeu un peu de diplomatie. C'est pour ça, en fait, je sais que vous faites votre travail, mais je n'ai rien déclaré, parce que c'est un peu de la diplomatie. Si vous les insultez tout le long, bah, en fait, ils vont vous mettre en garde à vue. Et c'est là que moi, j'avais hoché la tête quand Lusselby disait qu'ils ne peuvent pas nous mettre si facilement en garde à vue. Bah, parce qu'en fait, encore une fois, ça dépend des contextes, à quel point eux, ils sont de bonne humeur, à quel point vous êtes diplomate, etc. Et il peut y avoir des fois où, moi, il y avait une action à l'Assemblée nationale, il y a quelqu'un qui a allumé un fumigène et il a été mis en garde à vue pour tentative d'homicide à l'arme incendiaire. Je trouve que c'est un des meilleurs motifs de garde à vue, déjà. Et en plus, genre, il a vraiment allumé un fumigène, quoi. Donc, en fait, il avait juste envie de mettre quelqu'un en garde à vue, c'est tombé sur cette personne, pas de bol, quoi.
Mais évidemment qu'il n'avait pas envie de faire une tentative d'homicide à arme incendiaire, mais du coup, c'est juste allumer un fumigène, c'est pas puni d'une peine d'emprisonnement. Du coup, il fallait justifier d'un truc puni d'une peine d'emprisonnement. Donc voilà. Dans ce cas, ils peuvent prolonger la garde à vue. Oui, alors les policiers peuvent mentir. Je vais finir, avant la prolongation de la garde à vue, je vais finir sur le cadre de la garde à vue et je verrai ce qui peut se passer ensuite. Et sur le mec m'a dit que pendant sa garde à vue, les policiers ont menti et menacé. Ça peut arriver. Il peut y avoir des policiers un peu violents. Moi, j'ai effectivement un écho aussi de quelqu'un qui a un peu pris cher. Et c'est pour ça que ça peut être bien d'avoir un avocat un peu militant à ce moment-là pour avoir un soutien. Et ça peut ne pas être très drôle. Ils peuvent vous dire, si vous refusez de dire que c'est vous sur la photo, je prends un exemple nul, mais ça va prolonger votre garde à vue. Ils peuvent vous dire plein de choses en fait, mais ça va valoir pour ce qu'on va voir juste après aussi, pour les devoirs que vous avez. Mais voilà, les policiers peuvent être vraiment pas cool, comme ils peuvent être plutôt sympas, quand c'est la nuit en général, il se passe pas grand-chose. Mais voilà, ça dépend un peu du contexte, mais il faut faire attention, effectivement, se préserver et pas tout remettre en question toute sa vie parce qu'il y a des policiers qui ont un statut d'autorité sur nous, qui nous disent des choses. Voilà, c'est aussi pour ça, il faut garder son calme, se dire ok, j'ai vu ça, je sais qu'il faut que je me comporte de cette manière. C'est un mauvais moment à passer, mais voilà, pas oublier le fait que en fait, le général déclaré, c'est vraiment votre droit et pas que ça va prolonger votre garde à vue ou que vous allez faire de la prison à cause de ça. Enfin, voilà, essayer de garder son sang-froid et qui peut ne pas être évident en face de personnes qui ont une position d'autorité et qui mentent. Parce qu'eux ont le droit de mentir pendant l'interrogatoire, etc. Ok. Tiens, levez la main. Et vas-y. Oui, j'ai 2 questions. Quand tu parles du coup d'un avocat, militant, mais alors du coup je comprends pas, on demande à la police tel avocat, militant ou on a déjà genre, retenu son nom, et tout? Parce que, Ouais. la confrontation entre genre l'avocat militant et l'avocat, commis d'office, enfin je comprends pas trop déjà et Je peux répondre à cette question avant? oui, Peut-être comme vas-y. ça, j'oublie pas. Il y a donc, en fait, commis d'office, en fait, ils vont vous trouver l'avocat, ils vont appeler l'avocatier du coin. Alors que l'avocat militant, effectivement, il faut avoir son nom, prénom. Parfois, c'est juste le nom du cabinet et le barreau. Donc, pendant pas mal de temps, c'était le cabinet Bourdon au barreau de Paris qui nous soutenait, moins maintenant, donc ça a changé. Mais en fait, en général, au début des actions, pareil, pendant le brief, ils vont vous donner le nom, prénom d'un avocat avec le barreau, et là, ils retrouvent le numéro. Donc ça permet d'avoir la personne qui est au courant que l'action se passe, qui est au courant de quelle action se passe, pour savoir exactement, voilà, quand vous vous faites arrêter, il va recevoir un message, Bidule s'est fait arrêter, il ou elle avait fait telle action, donc risque tel genre de choses, et comme ça, lui, il se prépare, il sait, et puis il va arriver, vous n'aurez pas besoin de lui raconter tout, il sera, ils vont aller droit au but, comment on fait pour se défendre, qu'est-ce qui est intelligent, voilà, ce genre de choses. Donc effectivement, ça sera spécifique à chaque action, et ça fait partie des rôles de la Cordo, en plus de mettre en place tout un dispositif de soins, c'est mettre en place tout un dispositif juridique pour faire attention pour faire attention au suivi juridique des rebelles. Il y a une autre question dans le chat, mais je te laisse poser ta seconde avant. Ouais, OK, génial, déjà merci pour la réponse. Et ma deuxième question, ouais, du coup, genre un flic ment, il y a pas de souci, genre, il peut pas être, après, poursuivi, enfin, c'est totalement légal, quoi? Alors oui, c'est comme un interrogatoire dans les films, quoi. Ils peuvent jouer, dire qu'ils ont des infos alors qu'ils ont pas, pour essayer de faire cacher le morceau. Et si je peux aller un peu trop loin, je peux vous dire que le droit de parjure existe en France. Vous avez le droit vous-même de mentir pour vous défendre. Ne l'utilisez pas. Voilà, très mauvais, parce que si ça se sait, en fait, là, c'est diplomatiquement pas très intéressant. Mais en fait, les deux côtés ont le droit de mentir. Du coup, c'est la vie, c'est la loi plutôt, pas la vie. Mais voilà, vous avez vous-même un droit de parjure pour vous défendre. Mais du coup, encore une fois, c'est quelque chose à ne pas utiliser. Soit vous dites je n'ai rien à déclarer, soit vous dites la vérité, mais c'est jamais un cercle vertueux de commencer à mentir quand vous sentez que les autres mentent. Donc voilà, ça peut pas être retenu contre eux, comme ça pourrait pas être retenu contre vous, en fait. Ouais, c'est un peu chaud. Mais bon, c'est la vie. Et dans le cas d'un avocat organisé, qui va payer les frais d'avocat?
Ah oui, j'en ai raté une avant. Qui a payé les frais d'avocat? Ça dépend des fois. Ah, des arrivants dans la maison. Qui a payé les frais d'avocat? Ça dépend. C'est souvent pris en charge dans le budget de l'action dans ce cas-là. Et pareil pour les amendes, en fait, ça va dépendre aussi. Soit ils ont un petit budget pour les potentielles amendes, soit on fait une cagnotte, soit on fait une demande après coup au groupe thématique finance pour mettre ça en place, etc. Lucien, tu voulais répondre là-dessus ou tu voulais rajouter quelque chose? Rajouter juste par rapport au fait que les policiers ont le droit de mentir juste en 30 secondes, c'est leur boulot vraiment de mener des entretiens, ils sont formés à ça et c'est eux, ils utilisent tous les moyens possibles pour avoir la moindre information, ils iront et après ils s'y enfoncent comme dans un gouffre, quoi. C'est pour ça que c'est très très important de ne rien donner d'autre que sa petite identité, parce qu'à partir du moment où ils ont un fil, ils ont la possibilité de dérouler toute la pelote, quoi. Et ils sont vraiment formés à ça, c'est un vrai métier. Donc, et oui, ils utilisent ces techniques-là, c'est clair. Merci pour cette précision. Et les policiers ont le droit de mentir, ça ne doit pas être du contrôle. Ah non, mais ça, en fait, c'était bon. Oh, ok, en fait, on est bon. Je pensais avoir raté une question, mais je n'ai pas raté de question. Donc ça, on avait vu... Ah oui, en fait, je n'ai pas fait les trucs dans le bon ordre. On a vu 2 droits et un devoir. Donc on a vu 2 droits. On avait vu le médecin, l'avocat. Le 3e droit que vous avez, c'est l'appel à un ami. En gros, alors c'est plutôt un appel à un membre de la famille, en théorie. Ils vont vous demander si vous voulez prévenir un proche. En gros, c'est pour dire que vous soyez pas, que ce soit pas une disparition, qu'il n'y ait pas un de vos proches qui appelle pour dire que vous avez disparu, mais qu'une personne au moins sache que vous êtes en garde à vue. Et du coup, il faut donner un numéro avec, en théorie, le nom et prénom de la personne. Et ils vont souvent vous demander la situation familiale que vous avez avec cette personne. C'est pas systématique, ça peut arriver que non, mais de ce qu'on m'a dit, dans leur tableau qu'ils doivent remplir, en fait, il faut qu'ils disent rapport familial avec la personne. Du coup, moi, j'avais dit que c'était ma coloc, ils m'ont dit non. J'ai dit, je vais appeler personne alors. Et j'ai appelé personne. Donc voilà, je me suis retrouvé tout seul. Donc, quitte à mentir, parce que c'était déjà pas vraiment ma coloc, alors c'était con, j'aurais dû dire que c'était ma sœur, mais voilà. Du coup, il faut que ce soit quelqu'un de votre famille pour être sûr qu'ils appellent. C'est souvent plus sûr. Et du coup, il faut le numéro. Donc ça, c'est une des choses qu'il faut avoir sur vous, c'est le numéro de la personne. Soit vous l'écrivez sur votre avant-bras ou sur votre cheville, soit sur une étiquette de vêtements, ça marche bien. Soit vous le notez sur un petit papier que vous cachez au fond de votre poche, en espérant que ça ne parte pas à la fouille. Bon, après, vous pouvez demander à retrouver ce numéro-là. Oui, effectivement, Lucie, en fait, en théorie, c'est une des premières personnes qui est censée s'inquiéter de votre disparition. Donc, si un cousin, une cousine issue de Germain, en fait, il faut que ce soit quelqu'un d'assez proche. En fait. Ça se passe comme un travail à la gauche de la gamme. Et ben voilà, appel à un ami, c'est ça. Et le 3e droit bis, c'est d'appeler son employeur. Vous avez le droit de prévenir votre employeur que vous êtes en garde à vue. Donc c'est mieux de l'avoir dit avant que c'était une possibilité, parce que ça évitera de faire la poste. Ça, c'est vous qui faites la diplomatie avec votre employeur, mais voilà, c'est une possibilité. Vous avez le droit du coup d'appeler un proche et également votre employeur si jamais vous en avez. Et après, comment ça se passe? Ça dépend du boulot. Moi, je leur avais dit, normalement, je suis là demain matin, et je suis arrivé à 14h. Mais du coup, ils savaient pourquoi. Ça répond à ta question? Ouais, parfait. Donc, ce sont nos 3 droits, médecin, avocat et l'appel. Et dans les 3 devoirs, du coup, il y a l'audition qu'on a citée. C'est pas rang de devoir, mais c'est pour se représenter un peu le truc de manière plus claire. Il y a l'audition, lien avec la base arrière juridique. Ah oui, sur l'appel, tu as raison, je peux spécifier ça. En gros, le fonctionnement d'Extinction Rebellion, historiquement, c'était... Quel intérêt si on décide de ne pas donner son identité? Est-ce que tu peux spécifier ta question? Pendant ce temps-là, je fais le lien avec historiquement, en gros, en garde à vue, on disait faut appeler un proche. Tout le monde donnait le numéro de la base arrière. Ça s'est passé comme ça au début.
Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu as 30 personnes qui sont en garde à vue et qui donnent tous le même numéro, bah, ça ne marche pas avec le fait que ce soit le cousin de tout le monde, quoi. Du coup, il y a eu une action où ils ont refusé d'appeler à partir du troisième personne qui donne le même numéro. Ils ont dit, mais vous foutez de notre gueule, on arrête d'appeler. Donc pour éviter ça, la stratégie, c'est de passer par un proche. Ouais, tout à fait. C'est donner le nom d'un proche qui lui-même aura le numéro de la base arrière juridique. Si vous avez déjà fait une action extinction balion, c'est ça qui vous est souvent donné. Vous avez un message préparé avec je vais faire une action de désobéissance civile demain. Si je t'appelle parce que je suis en garde à vue et que ce sera un droit, etc., il faut que tu préviennes la base arrière juridique d'extinction balion pour organiser le suivi juridique. Il vous faut 4 infos. Si vous êtes le proche de quelqu'un, il faut 4 infos. Il faut le nom de la personne, si vous l'avez donné, encore une fois. Si vous n'avez pas donné votre nom, en fait, appeler l'un proche, c'est très compliqué. Enfin, sans dévoiler votre identité, etc. Le nom de la personne, le lieu du commissariat, l'heure du début de la garde à vue et le motif de la garde à vue. Là, ça, c'est les 4 choses que la police est censée dire au téléphone. Un extrême, c'est la police, elle dit bonjour, bidule en garde à vue, au revoir. Ou là, c'est le proche qui va dire oh, attendez, est-ce que vous pouvez juste me dire où est-ce qu'il est, depuis combien de temps, etc. C'est le nom de la personne, parce que la police, ils ne vont pas donner le pseudo. Et en fait, il faut que tu envoies à ton proche ton pseudo pour qu'ensuite il puisse prévenir XR avec le pseudo. C'est super les pseudos. Mais les pseudos de la police, ouais, non. Déjà, surtout pas. Et en plus, ils sont censés avoir. Enfin, votre identité, c'est pas le pseudo. Donc, 4 infos. Nom, lieu, date du début et motif. Et ensuite, la personne est censée les redonner à la base arrière juridique. Donc, je disais, soit la police va te dire un truc hyper bref, et dans ce cas-là, il faut que votre proche dise attendez, est-ce que vous pouvez juste me donner les quelques infos qui manquent. Soit la police peut taper la discute, et là, à l'inverse, il faut que votre proche lui dise que j'ai rien à déclarer, quoi. J'exagère, hein, c'est 2 extrêmes qui n'arrivent pas, mais ça permet de se représenter un peu tout le panel de trucs qu'il peut y avoir. Et c'est jamais, ou très rarement, en tout cas, vous qui appelez la police. C'est vous qui appelez votre proche, je veux dire, c'est toujours la police qui appelle. Et si c'est vous, c'est en haut-parleur. Donc voilà, si jamais ils appellent, il faut que votre proche soit prévenu un petit peu du contexte dans lequel ça va se passer, quoi. Et ensuite, du coup, votre proche donne ces infos à la base arrière en remplaçant donc votre nom, prénom par votre pseudo pour le traduire en XR. Et ensuite, on organise le suivi juridique avec potentiellement prévenir l'avocat. Pour l'employeur, c'est tout à fait pareil. Ouais. Albatia a levé la main. Vas-y. Ouais, mais alors du coup, si c'est la police qui appelle l'employeur, ils vont savoir ton métier. Enfin, ils vont peut-être avoir plus d'infos que ce que tu as donné, quoi. En théorie, oui. Après, si tu donnes juste le numéro avec dire que c'est ton employeur, il n'y a pas beaucoup plus d'infos que ça. Tu vois, ils ont peut-être besoin de son nom, son prénom à la limite, mais je ne sais pas. Là, ça m'est jamais arrivé, donc je ne sais pas à quel point ils cherchent des infos, mais c'est un peu comme ton proche. Si tu donnes le nom, le prénom de ton proche, il pourrait savoir te retrouver toi directement, tout ça. Mais si tu donnes juste le lien de parenté sans dire son nom, s'ils acceptent, ça peut suffire. Pareil, tu donnes juste un numéro en disant que c'est ton employeur. Si ça suffit qu'ils appellent, ils n'ont pas plus d'infos que nécessaire. Vas-y, Lucien. Oui, il y a pas mal de questions, là je vois dans le chat et même là, par rapport à si on donne pas notre identité de départ par rapport à l'appel des proches, mais en fait ça dépend tout aussi de la stratégie de l'action. Il y a quand même, je pense, 90% des actions XR qui sont menées avec le fait qu'on assume notre identité, mais il y a des cas bien spécifiques où la question stratégique de pas donner son identité se pose. Et du coup, à partir de ce moment-là, moi je me dis, mais je me projette en tant que coordo d'une action où on donne pas son identité, peut-être que la stratégie c'est de pas appeler et de pas utiliser son droit d'appeler quelqu'un. Et que finalement, sur place, par contre, il y a quelqu'un qui est hyper attentif, et du coup, c'est un rôle spécifique à cette action-là, de qui est emmené. Je ziote toutes les personnes qui sont là, ou alors plusieurs référents sur ce truc-là, d'avoir des équipes, et moi, dans mon équipe, il y a un tel et un tel qui est parti, et du coup, on sait à partir de ce moment-là, on envoie les infos à la base arrière. Et après, ça peut aussi être dans ce rôle-là, d'aller directement voir les flics ou avec les contacts police, de dire attendez, ils vont être emmenés où, est-ce qu'ils sont placés en garde à vue, est-ce que machin, on va pas les laisser seuls, vous comprenez, enfin voilà, d'expliquer aussi les trucs, et on peut aussi avoir les infos nous directement sur place.
Donc voilà, après, ne vous mettez pas en porte-à-faux. Je trouve que c'est dommage de se faire griller sur une identité parce qu'on appelle un proche. Donc peut-être qu'il faut aussi voir la stratégie dans son ensemble et du coup voir que peut-être ce droit-là, il ne faut pas l'exercer dans ces contextes-là. Mais ça, vous en parlez au moment du brief avec la coordo. Voilà, pour que ce soit une stratégie de groupe et pas individuelle. Carrément, merci beaucoup pour l'intervention, tu as raison, c'est très clair. Et ça me fait penser à l'action LVMH où on voulait tous les deux, on était deux en garde à vue, on voulait tous les deux essayer de ne pas donner notre identité. Donc on s'est fait engueuler comme du poisson pourri et que quand ils ont voulu appeler nos proches, en fait ils ont refusé parce qu'on ne donnait pas leur nom et prénom. Et du coup en fait on s'est dit, en fait on va être tout seul. Et non, en fait l'avocat militant qui avait été appelé par une des deux personnes a prévenu la base arrière et du coup il savait où on était. Donc ça peut être aussi une stratégie de dire, en fait vous donnez pas votre identité, vous appelez pas de proche. Par contre vous appelez forcément l'avocat qui lui va nous dire où vous êtes. Donc voilà, tout ça, effectivement, se réfléchir pas juste là. L'idée, c'est surtout de savoir où vous êtes, en fait. Pas que vous soyez paumé et que vous soyez juridiquement suivi. Mais si du coup, il y a un avocat militant qui vous suit et qui contacte la base arrière, ça fait le job aussi. Je vais essayer d'accélérer parce que tu tu as une formation à 18h. Et au pire, j'animerai le tour de sortie sans toi. Donc, on était sur les 3 droits. Je résume. 1, avocat. Appel. 3 devoirs, l'audition, donc on a vu avec ce qui arrive juste après la présence de l'avocat. Et ensuite, il y en a 2 autres qui se font en même temps, mais on les différencie parce que c'est pratique. Il y a la prise d'empreintes et de photos, et l'autre, c'est la prise d'ADN. Je vais expliquer pourquoi que je les sépare pour que ce soit clair dans la tête. La prise d'empreintes et de photos, c'est un délit de la refuser. Et en général, quand vous donnez votre identité et tout, on vous conseille de donner ça aussi. Voilà, ça fait juste des photos, face, profil et sur le côté. Et ensuite, la prise d'empreinte de tous les doigts, des 2 mains, de la paume, des pouces, à l'endroit, à l'envers, sur le côté. Alors, j'exagère, mais ils tartinent un peu, quoi. Et du coup, pareil, c'est un délit de le refuser. Et du coup, on conseille en général de le donner. Si vous êtes sous X en contrôle d'identité, encore une fois, si vous le donnez, ça va juste faire des empreintes sous X, donc a priori, il n'y a pas de suivi. Alors, le passeport biométrique, je ne sais pas. Je crois que c'est le permis de conduire, mais je ne suis pas sûr. Enfin, ça a à voir parce que tout n'est pas... Alors, je crois que c'est en train de switcher, mais je ne sais pas à l'instant T, parce que du coup, chaque fois, il y a des infos. À quel point ils ont accès à toutes ces infos-là. Si toi, tu es sûr de cette info, actons-la. Mais... il me semblait que oui, mais du coup, tu me mets le doute, alors peut-être pas. Je mets le doute à chaque fois avec des gens. Moi, il me semblait que non, et du coup, là, tu me mets le doute. Enfin, ça, c'est le genre de truc à voir. Après, ça reste un détail, en théorie. Si vous refusez de donner votre identité, refusez les empreintes, parce que si vous pouvez prendre des grosses amendes sous X, si vous le donnez, de toute façon, ils savent qui vous êtes, donc ça ne change pas grand-chose de donner vos empreintes, quoi. Et on va arriver juste après sur le traitement des antécédents judiciaires. Là, je fais juste un peu le cas de la garde à vue. Après, on fera un petit point sur comment ça se déroule exactement. Et du coup, on va arriver sur les choses. Du coup, prise de photo, prise d'empreinte. Et l'autre, c'est la prise d'ADN, alors qui arrive juste au même moment, juste après. Et celle-là, vous pouvez... Enfin, c'est la même chose, c'est un délit de la refuser. Mais historiquement, ça a été mis en place pour les crimes sexuels. On va retrouver au cas où. Du coup, ils le prennent, ils le demandent à chaque fois. Sauf que là, il faut savoir que la France paye une amende tous les ans à la Cour européenne des droits de l'homme, parce que la Cour européenne des droits de l'homme a interdit la prise d'ADN en garde à vue, sauf cadre particulier. Mais du coup, la refuser, c'est souvent sans conséquence. Ils vont vous dire, vous savez, ça va augmenter votre temps en garde à vue, patati patata. Ce qui peut être vrai, ils vont vous dire, ça va vous faire une amende. Mais en fait, ça se défend tellement bien que ça s'arrête là. Donc, c'est pour ça qu'on le sépare un peu des deux autres qui, eux, se défendent moins bien. Et du coup, la prise ADN, on vous conseille souvent de la refuser pour éviter d'être non plus trop fiché dans tout ce qui peut se passer à la suite. Après, on ne peut plus prendre l'avion si. C'est une question qui est relative à quoi? A priori, vous pouvez prendre l'avion. Même s'il ne faut pas prendre l'avion, au passage.
Passeport? Tu as fait une Oui. garde à vue? Non, mais je pense que la question était en lien avec les passeports biométriques juste avant. Et sur certains chefs d'inculpation, effectivement, ça peut bloquer par rapport à des trucs qui peuvent rester. Et sur certains pays, ça peut bloquer votre entrée ou votre demande de visa. Ok. Ah, se brûler le bout des doigts. Ok, d'accord, j'avais raté cette phrase-là en fait. Oui, effectivement, une Galende, il se brûle le bout des doigts, notamment. Du coup, ça voilà, ça fait 3 droits, 3 devoirs à retenir. Ah, Il y a une question un petit peu au-dessus de Jean. ouais, tout à fait. Je vais. C'est pour ça j'allais faire un peu le déroulé de la garde à vue, comment ça se passe. On va voir ça. Par contre, dans les devoirs, l'audition, c'était quoi déjà, s'il vous plaît? Ah oui, c'était l'entretien avec l'officier de police judiciaire. Là où il faut dire la carte d'identité, enfin, ce qui est marqué sur votre carte d'identité, et ensuite je n'ai rien à déclarer. Enfin, les portes à passer, vous êtes obligé. L'entretien, quoi, ça s'appelle audition. Voilà, et du coup, comment se passe une garde à vue? Donc, au début, ils vont vous dire, vous êtes en garde à vue. On peut faire un petit point sur les fouilles parce qu'il y en a potentiellement avant. Il y a 3 types de fouilles. Il y a la palpation de sécurité, celles qu'ils peuvent faire dans la rue comme ça. Ils sont censés vous mettre dans un coin un peu tranquille. Donc, ce sera valable pour toutes les autres. C'est forcément une personne du même sexe que vous, homme ou femme. Désolé pour les non-binaires. Ils sont juste. Ils vont mettre la main dans aucune poche, dans aucun sac. Ils ont le droit de vous demander d'ouvrir le sac, mais c'est tout. Ils n'ont pas le droit de la mettre dedans, mettre la main dedans. Et c'est juste, palpation de sécurité, comme on peut voir un peu souvent. Ensuite, il y a la fouille de sécurité. Et donc ça, c'est souvent un des premiers trucs qui arrive quand on arrive en garde à vue. Ils peuvent vous demander de vous déshabiller jusqu'à vous mettre avec la dernière couche de vêtements. Donc là, le tips de pro, c'est si vous avez votre dernière couche, c'est un pantalon, ils peuvent en théorie pas vous demander d'enlever votre pantalon. Voilà, ça m'amuse toujours de dire ça, mais ça montre où est-ce que ça s'arrête en fait. En théorie, ils vous enlèvent jusqu'à votre dernière couche de vêtements. Et ensuite, ils peuvent, du coup, ils vont tout vous prendre, tout ce qui peut, avec quoi vous pouvez vous tuer ou tuer vos co-détenus, c'est-à-dire vos lacets, etc. Ils vont vous laisser juste avec pantalon, t-shirt, pull, et voilà, le strict minimum. Moi, j'étais en chemise, j'avais froid. Et donc voilà, ils vont enlever vos chaussures. Potentiellement, et ça, retenez ça pour la suite, ils vont regarder sous les semelles de chaussures. Ça, c'était ma carte d'identité. Donc voilà, c'est une fouille un peu, ils peuvent aller loin, etc. Mais ça s'arrête là. Pour les hommes, alors je ne suis pas une femme, donc je n'ai jamais fait en tant que femme, mais pour les hommes, ils demandent à mettre les mains dans le caleçon et à faire le tour comme ça pour voir si vous n'avez pas caché votre carte d'identité dans le caleçon ou n'importe quoi d'autre. Donc voilà, ça peut aller très loin. Il y a des gens, de temps en temps, il se passe quasiment rien, quoi. Ils demandent juste d'enlever la veste et ils font une palpation et ça s'arrête là. Mais ça peut aller jusque-là, dans la loi. La troisième fouille, qu'on va rarement voir, c'est la fouille intégrale, je crois, qui s'appelle comme ça. Donc palpation de sécurité, fouille de sécurité, fouille intégrale, fouille à nu. Je sais pas, moi là en tout cas c'est pour chercher des trucs un petit peu plus profondément dans votre corps, quoi. Moi j'avais fouille intégrale, mais c'est à vérifier. En tout cas, dans l'idée, c'est ça, mais ça n'arrive pas. Enfin, c'est pour le trafic de drogue ou des choses comme ça, quoi. Dans le cadre d'une désobéissance civile, vous n'avez pas un armlock caché sur vous. Donc tout va. Donc, garde à vue, ça va commencer par une fouille au corps. Je ne sais pas si c'est un terme officiel, mais peut-être. En tout cas, garde à vue, vous arrivez. En général, ça va souvent commencer par une fouille. Ensuite, ils vont vous mettre dans une cellule, seul, avec pas beaucoup de gens ou avec beaucoup de gens. Là, évidemment, c'est pas très confortable, ça pue un peu, etc. Vous pouvez demander à avoir une couverture, ça peut arriver. Vous pouvez demander à aller aux toilettes, ils sont rarement réactifs, mais vous avez le droit. Vous avez même le droit de prendre des douches en garde à vue. Voilà, ça c'est un autre des droits. Et souvent, elles sont propres parce que personne ne le sait. Ça, c'est un tips d'un policier. Donc voilà, vous avez le droit de demander l'heure. Pareil, ils sont rarement réactifs, mais en théorie, c'est un de vos droits. Donc voilà, vous avez le droit de demander l'heure, aller aux toilettes, prendre une douche. Vous ne le faites pas, mais voilà, c'est le cas. C'est pas très agréable et tout ça. À un moment donné, puisque vous avez demandé, ils vont vous faire sortir, ils vont vous énoncer vos droits et tout ça, ce qui peut aussi arriver avant. Ça dépend de combien de personnes ils ont à gérer. Ouais, sur la nourriture.
Et du coup, ils vont nous annoncer le droit, avocat, médecin, et tout ça, vous demandez ce que vous voulez voir, ils vous remettent en cellule, et puis quand l'avocat arrive, ils vous refont sortir, quand le médecin arrive, etc. Sur la nourriture, c'est 3 repas par jour, matin, midi et soir, et c'est assez frugal. Du coup, vous aurez sûrement faim en sortant, d'où les cookies et le café. Du coup, voilà, c'est pas très nourrissant. Il n'y a pas toujours une option végétarien, même s'ils essayent, je crois. Enfin, ça dépend des fois, en fait. Ça dépend à quel point ils sont sympas. Mais voilà, ils sont censés respecter les régimes. Mais ça reste dans les droits assez flous et assez difficile de justifier un vice de procédure parce qu'il vous fait bouffer de la viande alors que vous êtes végétarien. Enfin, voilà, du coup, c'est compliqué. Il va falloir faire avec. C'est pas le meilleur moment de votre vie, de toute façon. Faites pas des actions pour être en garde à vue, même si voilà. Donc ça, c'est pour la nourriture. Et ensuite, voilà, j'ai envie de dire, il y a voilà, c'est mieux de faire ça de nuit parce que vous dormez et après, ça se termine plus vite. Et sur la garde à vue en soi, je pense que je n'oublie rien. Je ne sais pas si toi, tu as un truc que tu vois sur le contexte de la garde à vue. Oui, juste un truc par rapport aux personnes qui n'ont pas la nationalité française. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais ne prenez pas de documents d'identité quand vous êtes dans cette situation-là. On a eu le cas en fait d'une rebelle qui a été arrêtée et en fait elle était résidente en France depuis l'âge de ses 1 an et elle a eu une OQTF à la fin de sa garde à vue, donc une obligation de quitter le territoire français, alors que c'était une procédure absolument totalement illégale et du coup ça a été démontré et tout ça et voilà, mais ça peut en arriver là. Donc pour les personnes qui n'ont pas la nationalité française, on conseille de ne pas donner son identité et de ne pas avoir de pièces et notamment de passeport parce que sinon c'est confiscation de passeport et tout ça. Ça peut aller jusque là, ça peut ne pas aller, mais voilà. Merci. Et du coup, à la fin de la garde à vue, alors qu'il peut aller jusqu'à 24 heures ou s'arrêter avant, si ça dure 24 heures, ils peuvent demander au procureur de rajouter 24 heures. Donc là, il faut le justifier. Il faut justifier qu'ils n'ont pas eu le temps d'eux, ou alors que vous les avez embêtés, mais la théorie, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de trouver toutes les preuves nécessaires pour dire que vous êtes totalement innocent, et du coup, ils demandent un peu plus de temps. Et pour la théorie, ça peut durer encore 24 heures supplémentaires s'il y a suspicion de terrorisme. Voilà. Vous mettez ce que vous voulez dans suspicion de terrorisme, mais voilà. Donc, chez Extinction Lyon, il y a eu quelques rares gardes à vue de 48 heures, et la plupart du temps, c'est 24 heures maximum, et encore une fois, ça peut s'arrêter bien avant. Il y a une garde à vue qui a duré 4 heures. Autant qu'un contrôle d'identité, sauf que c'est dans le cadre d'une garde à vue. Même pas le temps d'appeler un proche. Ou si, appeler le proche, si, mais pas le temps de voir le médecin. Enfin, je sais plus. Non, c'était l'audition. Là. Ils n'ont pas fait l'audition. Du coup, c'était tellement rapide. Voilà. Et du coup, à l'issue de la garde à vue, soit vous avez rien du tout. Ils vous disent sans suite, au revoir, bonne journée. Soit vous avez une condamnation, donc qui peut être soit une amende forfaitaire, parce qu'il n'y a pas eu de procès, donc c'est forcément le forfait minimum, soit un rappel à la loi qui va peut-être être modifié ou quoi, ce genre de choses. Ou alors, ça va être procès. Soit une convocation pour un procès futur, soit une convocation pour une parution immédiate. Comparution immédiate, ça veut dire procès là maintenant tout de suite, bienvenue au tribunal. Donc, vous ne pouvez pas refuser aucune de ces formes de suite, sauf qu'il y a une subtilité pour la comparution immédiate. Déjà, les stats montrent que 100% des peines qui sont mises en comparution immédiate pour délits similaires sont plus élevées qu'en procès classique. Donc, on vous conseille de procrastiner la comparution immédiate. Comment ça se passe? Vous ne pouvez pas la refuser, donc vous êtes obligé d'y aller. Et une fois que vous arrivez en comparution immédiate, vous êtes obligé d'aller sur le parquet, au parquet devant le juge. Et là, vous demandez au juge un report de votre procès pour pouvoir préparer votre défense. C'est votre droit, parce qu'il y a un droit à la défense. La seule condition, c'est que vous ayez des garanties de représentation. Ça veut dire, texto, quelque chose qui garantisse que vous allez vous représenter au procès qui lui, est procrastiné. Une garantie de représentation, ça peut être un peu tout n'importe quoi qui justifie que vous avez un ancrage dans la société. Si vous êtes zadiste sans emploi, c'est compliqué.
Alors que si vous êtes employé depuis tant de temps, vous avez des justificatifs de loyer et tout ça, là, c'est plus facile. Là, on en revient à la question de l'identité ou pas l'identité. C'est compliqué. C'est des notes qu'ils peuvent rajouter à votre dossier si jamais ils ont vu que vous appeliez bidule parce que vous avez donné votre contrat de travail et voilà. Mais voilà. Mais en théorie, il vous faut une garantie de représentation. Vous n'êtes pas obligé de les avoir sur vous. Soit vous les donnez à votre proche si jamais. Et sinon, j'avais entendu, il y avait un avocat militant donc, qui s'était mené pendant 2 heures pour essayer de retrouver une garantie de représentation pour démêler la situation. Donc voilà, donc il vous faut un garantie, un truc qui dit vous êtes imbriqué ou non dans la société pour dire que en fait, en gros, c'est quelque chose qui dit je vais pas quitter le territoire demain pour esquiver mon procès, quoi. Je vais me représenter plus tard parce que en fait, j'ai des ancrages là et je peux pas partir du jour au lendemain. Donc voilà, c'est une manière du coup de ne pas le faire, la comparaison immédiate, mais vous pouvez pas la refuser en tant que telle. C'est la subtilité. Il est 18h. J'aurais bien fait juste à la suite de ça les casiers judiciaires et traitement des antécédents judiciaires. Il faut juste voir qui veut partir, notamment toi, Luciolby. Et après, on peut continuer avec les personnes qui le souhaitent. Je reste. On est là. Luciolby, tu veux? Oui, moi je vais devoir y aller parce que j'enchaîne avec une autre formation. Merci à tout le monde d'être venu et d'avoir écouté si bien. J'espère que c'était pas trop non plus un gros bloc et tout ça, mais l'autre formation c'est domination masculine en milieu militant. Donc tu peux partir avec moi, Betrave, ça va être cool. Voilà. Et puis oui, si vous avez la moindre question ou quoi, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous contacter en message privé sur Mattermost. Je vous remets mon pseudo ici, mais vous l'avez en fait. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et Rakmi, tu peux nous rejoindre après si tu veux. Voilà, moi je vous dis au revoir. Par contre, la présentation va s'enlever parce que du coup, je vais m'enlever du lien. Donc voilà, mais tant pis, c'est pas très grave. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Et celles et ceux qui veulent partir, vous pouvez faire un tour de sortie à l'oral ou à l'écrit aussi. Qu'on fasse les choses en bonne et due forme. Je vais laisser un temps. Du coup, on a Anne Bouche, les yeux, je vais y aller. Un grand merci. On a Nana Sondit qui est partie immédiatement. Betrave qui écrit. Betrave qui n'écrit plus. Non. Ok, sinon je vais continuer pour essayer de ne pas nous retenir jusqu'à pas d'heure. Donc on était sur les issues de la garde à vue. Donc on avait donc une amende forfaitaire ou un rappel à la loi. La comparution immédiate ou un procès, une convocation pour un procès plus tard, ou rien du tout. Et du coup, là, se suit qu'est-ce qui va rester de tout ça, post-procès ou post-rien du tout, ou post-amende forfaitaire. Là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une garde à vue, ce n'est pas une peine. Et le chat, quand on recommence à jouer. Une garde à vue, c'est pas une condamnation, en fait. On le voit souvent comme ça, et la police aussi, parce que c'est une manière assez simple de nous réprimer. En fait, parce que personne n'a envie de faire une garde à vue. Donc, si à chaque action on fait une garde à vue, au bout d'un moment, on arrête. Et c'est la même chose que si à chaque action on prenait une amende, au bout d'un moment, on arrête. Du coup, c'est souvent associé. Mais en fait, si vous faites une garde à vue et qu'il ne reste rien, enfin que c'est sans suite, il n'y a rien sur votre casier judiciaire. Parce que le casier judiciaire, c'est uniquement les condamnations. Du coup, je fais un petit point casier. Il y a 3 casiers judiciaires qui ont des numéros, je me rappelle, je crois que c'est 1, 2, 3, mais je ne sais plus si c'est 3, 2, 1 ou 1, 2, 3 l'ordre que je vais vous faire, mais ce n'est pas très important. L'idée, c'est de savoir ce qu'il y a dessus. Il y a un premier casier avec... le premier casier, tout en haut, c'est celui que votre employeur peut vous demander. C'est celui où, en gros, il y a tout ce qui est crime de sang. Donc, si vous tuez quelqu'un, crime sexuel, voilà, des trucs très, très gros.
c'est sur celui-là qu'ils vont apparaître. Et c'est le seul que n'importe quel employeur peut demander à avoir. Et pour info, la procédure, c'est il vous demande à vous le casier, enfin l'extrait de casier judiciaire, du coup, c'est pas l'entièreté. Et vous allez demander l'extrait, et du coup, vous l'ajoutez à votre dossier. Voilà. Ce n'est pas eux qui peuvent directement passer sans que vous le sachiez, quoi, quand même. Donc ça, c'est le casier numéro 1, le plus gros. Ensuite, il y a l'intermédiaire. Alors là, c'est assez flou ce qu'on peut mettre dedans, mais vous allez voir aussi pourquoi, parce que ça dépend aussi du jugé. Mais en gros, c'est tout ce qui va être un peu des délits mineurs, choses comme ça. Et celui-là, vous allez mieux vous représenter l'échelle avec le troisième. Et celui-là, les employeurs, la plupart des employeurs ne peuvent pas le demander, sauf les employeurs dans tout ce qui est la fonction publique ou tout ce qui est dans la sécurité ou tout ce genre de choses, quoi. Si vous voulez faire prof, ah oui, et travailler avec les enfants. Fonction publique, sécurité et tout ce qui touche le près ou de loin, et travailler avec les enfants. Là, ils peuvent demander ce second casier, un extrait un petit peu plus large. Et le troisième, c'est tout et n'importe quoi. Vous grillez un feu rouge, c'est dans celui-là. Chaque fois que vous avez une amende pour n'importe quoi, ça va forcément être dans, à minima, celui-ci. Et du coup, dans l'autre, ça va être tout ce qui est un peu intermédiaire. Et la limite est floue, notamment parce que vous pouvez demander à ce que quelque chose ne soit pas dans celui-là, mais soit dans le troisième. Si jamais vous avez fait un tag et que vous prenez quelque chose, et ben vous pouvez demander à ce que vous dites, excusez-moi, moi je suis prof, j'ai pas envie que ça impacte ma carrière. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, plutôt le mettre dans le petit casier pour pas que ce soit jamais connu par mon employeur, parce que j'ai pas envie que ça entrave ma carrière. Ça peut être entendable. Après, évidemment, c'est se remettre à la bonne volonté de l'administration juridique, mais ça peut se faire. Donc c'est pour ça que la limite est assez floue, mais que c'est bien de garder en tête que en fait, tout le monde ne saura pas que vous avez fait des tags. Voilà. Et après, il y a le petit dernier, c'est le traitement des antécédents judiciaires, le TAJ. Le dernier ne constate par aucun employeur, non. C'est uniquement en fait pour la police ou pour les institutions juridiques et choses comme ça. C'est eux qui vont pouvoir du coup, voilà, c'est le suivi, c'est quand vous avez une récidive, en fait, c'est ça, quoi. C'est parce qu'en fait, eux, ils savent que vous l'avez déjà fait, et puis du coup, bon, après, si vous grillez un feu rouge avec récidive, je sais pas ce que ça vaut, mais voilà, en tout cas, voilà. Et du coup, il y a le petit dernier, le TAJ, traitement des antécédents judiciaires, qui lui ne concerne, en fait, du coup, c'est pas un casier. Et là, par contre, tu auras marqué la garde à vue, vos empreintes et tout, même tout ce qui est classé sans suite, ils seront sur ce truc-là. C'est uniquement pour la police, pour le suivi des dossiers, pour pouvoir vous retrouver. Si une fois vous avez donné vos empreintes avec votre identité, que la prochaine fois vous dites je ne vais pas donner mon identité, mais vous acceptez de donner vos empreintes, bah ça match et il retrouve votre identité. Donc c'est pour ça que si vous refusez de donner votre identité, refusez de donner les empreintes. De toute façon, vous risquez rien sous X et ça vous évitera la prochaine fois de potentiellement vous faire griller, ou cette fois-ci en fait de vous faire griller parce que vous l'avez déjà donné, quoi. Donc voilà, traitement des antécédents judiciaires. Sur celui-là, pareil, une autre manière de s'en remettre à la bienveillance des institutions juridiques et policières, du coup plutôt policières à ce moment-là, c'est vous attendez un peu que le dossier se tasse. Non, contexte. Vous avez été en garde à vue, alors que vous n'avez pas fait grand-chose, genre tentative d'homicide à l'arme incendiaire, que j'aime beaucoup, et le dossier est classé sans suite. Ils n'ont pas trouvé de preuve d'homicide à l'arme incendiaire. Du coup, ils vont vous dire, vous avez fait une garde à vue, mais il ne se passe rien, quoi. Là, vous pouvez attendre un peu que le dossier se tasse administrativement, que eux se soient rangés bien dans les cases et tout, puis que tout le monde oublie. Et ensuite, vous pouvez faire une demande d'effacement du traitement des antécédents judiciaires. Ce qui vous permettra la prochaine fois de ne plus avoir aucune empreinte, plus aucune photo, plus rien. Ils peuvent refuser, mais si la personne elle voit le dossier, elle voit un truc comme ça avec sans suite, elle peut se dire, je sais pas, hop, et voilà. Donc c'est encore une fois, s'en remettre un peu au hasard ou à la bonne volonté, mais ça peut être une bonne technique pour éviter d'avoir des antécédents sans qu'il y ait une condamnation, mais quelque chose qui peut ensuite vous nuire si jamais vous le souhaitez et que vous n'êtes plus tranquille avec ça. Ça, c'était un peu tout ce qui est condamnation et tout ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'ai l'impression qu'il n'y a aucune question ou quoi. Ça a l'air. Mais du coup, c'est tout ce qui peut sortir d'une garde à vue, quoi, avec tout ça. Et j'en profite pour dire que
quand on va vous faire un brief pour les actions, on va vous dire, par exemple, intrusion, c'est 75 000 euros d'amende, 5 ans de prison. Donc, ouvrir un abribus, c'est vous introduire dans un cadre privé, donc c'est 75 000 euros d'amende, 5 ans de prison. Ça ne fait pas partie des amendes forfaitaires. Le policier ne peut pas vous arrêter dans la rue et vous dire bonjour, vous me devez 75 000 euros d'amende et vous allez en prison pendant 5 ans. C'est le maximum légal de la peine au tribunal. Il y a une amende forfaitaire qui est, je crois, pour l'abribus de 67 euros. Ça, il peut la mettre dans la rue si jamais il a envie, ou à la suite de la garde à vue. Mais vous ne pouvez pas prendre plus, à moins de passer devant un tribunal, quoi. Voilà, c'est une petite sur à quel point vous pouvez être condamné, et tout ça avec le casier, etc. Ok. Je ne sais pas à quel point vous êtes plus chaud que le climat. On peut faire un petit point sur la sécurité du téléphone, qui est souvent une question qui revient. Il y avait une formation d'ailleurs là-dessus, un peu plus générale. Mais on peut faire un petit point sur qui est-ce qui veut faire son tour de sortie, rejoindre le formation, ou quelque chose comme ça. Et puis on peut faire ce point-là et finir les derniers tours de sortie avec celles qui le souhaitent. Et puis après, si vous avez des questions sur n'importe quoi, un point qu'on n'a pas évoqué mais qui vous tracasse, l'idée, comme on disait au début, c'est de commencer à avoir pas mal d'éléments de réflexion sur la violence, la non-violence, pourquoi on fait comme ça, ensuite comment s'organisent des actions. Et là, même si je me fais arrêter, je suis en confiance, je sais qu'est-ce qui va se passer. Moi, je l'ai donné plein de fois la formation sans avoir fait de garde à vue. Et le jour où j'ai fait une garde à vue, j'étais comme à la maison, quoi. Donc, je me suis dit, ok, après c'était une position différente, je l'avais donné plein de fois, je ne sais pas si les gens l'ont reçu autant de fois, mais c'est très agréable de se dire, ok, en fait, on est formé, et c'est très cool de se dire, on y va, quoi. Avec mon co-détenu, son débrief, c'était, franchement, allez-y, désobéissez, on est tellement bien formé qu'on y va les doigts dans le nez. Donc voilà, c'est un peu pour essayer d'amorcer ce processus de commencer à en entendre parler, démystifier cette boîte noire de la garde à vue. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent partir ou est-ce qu'on enchaîne? Je parlais un peu, ce qui permettait de laisser un peu de temps, mais a priori, on peut point téléphone plus. Alors, point téléphone. Le point téléphone, c'est un peu en train de changer. Il y a pas mal de trucs, donc ça, c'est pareil, c'est le genre de choses à mettre à jour. La chose qui a changé depuis 2019, ça fait un peu de temps. Avant, ils n'avaient pas le droit d'utiliser votre téléphone. Tout ce qu'ils peuvent vous demander, c'était si vous connaissez la clé de cryptage de votre téléphone, vous deviez la donner. Sauf qu'une clé de cryptage, personne ne connaît la clé de cryptage de son téléphone, en fait. C'est pas en fait votre code ou quoi, c'est pas ça la clé de cryptage, c'est un truc informatique à l'intérieur. Donc ils pouvaient jouer là-dessus, etc. Si ça arrive, vous pouvez dire non, je ne connais pas ma clé de cryptage de mon téléphone. Maintenant, ce qui a changé par contre, c'est qu'ils ont le droit d'utiliser votre téléphone si le procureur considère que c'est important pour l'enquête. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils aient un papier signé du procureur de la République, qui peut être du coup un magistrat ou quoi, enfin il y a plusieurs, vous regarderez, mais ça dépend des fois, donc mettons-le dans la case qui leur est destinée là, c'est procureur de la République. Il faut qu'ils appellent le procureur de la République. Combien de temps ça y est, tu m'entends. Je sais pas trop, en fait je sonde un peu, mais à chaque fois les gens veulent continuer. Et a priori, je pense qu'à 20, on doit avoir fini l'information, donc à 30 le tour de sortie, je dirais, maximum. Pas de problème, j'en profite juste pour dire dans ce cas-là que l'atelier de Todd aura probablement commencé et que ce sera plus compliqué de récupérer le train en marche. Ok. Merci à toi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui avaient pour projet de faire d'autres... Enfin, celui-là notamment, parce que les autres, a priori, c'est plus facile le train en marche, mais c'est vrai que l'atelier de Todd est un peu particulier pour ça. Amusez-vous bien. Amusons-nous avec le point téléphone. Donc, le dernier point, c'est qu'il faut qu'ils appellent le procureur de la République pour avoir un document qui justifie le fait qu'ils ont bien le droit de vous demander le code du téléphone et que vous n'avez du coup plus le droit de refuser de le donner. Du coup, c'est un pas de plus pour eux dans la répression possible. Voilà, exactement. Vous pouvez faire chier et demander à voir le document. Ça, pareil, c'est toujours de la diplomatie. En gros, ça va avec le fait que si, quand vous faites arrêter par la police, vous appuyez sur « Réinitialiser le téléphone », diplomatiquement, dites-leur « Allez-y, de toute façon, il n'y a rien dessus ». Et ce sera plus clean. Si jamais vous avez beaucoup de trucs et que vous avez peur un peu, là, ça peut valoir le coup de dire « Est-ce que je peux avoir le document ?» et tout ça. Eux, ça va les embêter, donc diplomatiquement, c'est moins intéressant. Ça peut augmenter un peu la garde à vue s'ils sont mal lunés, etc.
Donc voilà, c'est encore une fois, en soi, ils sont obligés de l'avoir pour le faire. Ils ne sont pas obligés de vous le montrer, mais vous pouvez un peu titiller sur des choses. Après, ça peut avoir l'effet inverse, ça peut dire, oula, il connaît bien ses droits, il faut faire gaffe. Et voilà. Mais en théorie, ils ne te le donnent pas comme ça, mais tu peux le demander. Voilà, c'est une situation assez nouvelle, ça ne s'est pas encore trop produit. Mais ce qui revient avec votre téléphone, l'idée c'est de le cleaner avant de partir en action si vous devez le prendre. Le mieux c'est de ne pas l'avoir. Hein. Il faut désinstaller Mattermost et tout, se déconnecter sur son navigateur, etc. Toutes les applications militantes de près ou de loin. Moi j'avais désynchronisé mes contacts et tout, j'avais plus qu'un contact qui était la personne à qui je devais envoyer un SMS. Voilà. Et du coup, essayer de limiter un peu au maximum la casse s'il doit y en avoir. Vous avez toujours Signal. En tout cas, pour les processus avec 500 millions, on utilise beaucoup Signal. Donc, celui-là, vous le gardez. Si vous avez votre téléphone, c'est qu'en général, parce qu'on doit utiliser Signal, donc vous le gardez. Mais au moment où vous voyez que soit vous n'en avez plus besoin, soit qu'il y a interpellation, vous désinstallez Signal et normalement, vous n'avez plus rien. Enfin, moi, j'avais un téléphone vide avec un contact, donc ça allait. Mais le mieux, c'est peut-être de le réinitialiser encore mieux que juste désinstaller Signal, c'est de le réinitialiser juste avant. Comme ça, vous êtes sûr que normalement, il n'y a rien. Même sans le code, il y a certains endroits, mais c'est des commissariats un peu spécialisés là-dedans, qui peuvent brancher votre téléphone et essayer de quand même rentrer dedans. Alors c'est compliqué, c'est pas automatique, ils peuvent pas juste le scanner et pouf, ils ont tout, mais ça peut arriver. Donc c'est pour ça qu'on conseille en général de cleaner son téléphone au maximum avant, parce que même s'ils vont pas vous faire chier, en fait, si vous tombez sur la mauvaise cellule ou la bonne cellule pour eux qui s'occupe de ça et tout, ça peut valoir le coup. Après, il faut vraiment qu'ils vous soupçonnent de trucs élevés. En fait, pour tout ce qu'on a dit, tous les trucs jusqu'où ils peuvent aller pour vous embêter, les micros dans la salle et tout ça, en fait, en théorie, si vous êtes soupçonné d'être le plus grand terroriste du monde, ils vont peut-être, j'ai envie de dire, pour boucler la boucle, se sentir légitime à faire des choses illégales, comme nous. Mais en fait, là, on est des militants au climat, on s'assoit dans la rue, je schématise, mais en gros, ils ne vont pas mettre tous des processus énormes pour aller brancher votre téléphone, essayer d'aller décrypter les données, même si vous avez réussi. En fait, ils ne vont pas aller aussi loin, quoi. On n'est pas des terroristes. Du coup, ils vont un peu gérer. Eux, ça leur prend du temps, ça leur prend de l'énergie, des ressources. Hein. En gros, ils vont pas faire tout le possible pour pouvoir vous trouver tous les petits micro-détails si vous êtes juste assis dans la rue une fois et que vous étiez 50. Quoi. Donc, voilà, gardez ça en tête aussi. Quoi. Effectivement, ils pourraient aller très loin, mais en fait, là, on n'est pas non plus des extrêmement méchants qui vont du coup, qui menacent l'intégrité du pays, même si on espère le devenir. Donc voilà, ça c'était un peu le téléphone. Ça répond à toutes les questions de tout le monde. Ah oui, si je peux rajouter que les petits téléphones nuls, les vieux, du coup, se piratent plus facilement que les nouveaux téléphones récents, parce que du coup, ils sont moins cryptés, moins tout ça. Par contre, dans les vieux téléphones, vous ne pouvez même pas mettre signal. Donc en soi, ça veut dire que c'est obligé des SMS. Donc pareil, ça se récupère plus facilement. Mais c'est plus facile d'avoir un petit téléphone nul qui est clean plutôt qu'un téléphone récent où vous avez tous vos contacts, tout ça, toutes vos conversations, tous vos comptes installés partout. Voilà. Donc avoir pesé le pour et le contre. Le mieux, encore une fois, c'est de ne pas le prendre si possible. Il y a pas mal de moments où pendant le brief, on peut vous dire ils peuvent vous dire pendant le brief, déposez vos téléphones à cet endroit-là, on vous les rendra à la bulle Régé. Donc l'endroit, encore une fois, on se retrouve après l'action pour tous fêter le moment ensemble. Et ce qui permet en fait de venir avec votre téléphone pour que vous puissiez utiliser Google Maps pour arriver au lieu du brief. Et après, vous êtes guidé par une personne qui est référente. Le Solbi n'a pas évoqué ça, mais souvent, il y a une personne référente qui elle a son téléphone et une boucle avec tous les référentes et des coordos. Et du coup, il se passe les infos et c'est la référente qui vous donne les infos. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir votre téléphone sur l'action. Vous suivez une personne qui, elle, connaît le lieu, parce qu'elle a été briefée un tout petit peu avant vous. Et ensuite, vous la suivez, puis vous arrivez sur le lieu de l'action, vous savez ce que vous devez faire. En théorie, vous n'avez pas besoin de votre téléphone. Donc, voilà. À part quelques rôles particuliers, du coup, qui sont obligés d'avoir signal, etc., où là, il faut prendre le temps de cleaner son téléphone, potentiellement de réinitialiser juste avant l'intervention policière. Ok. Eh ben, j'ai parlé. Hein. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des points que vous auriez aimé aborder et tout ça? Ou est-ce qu'on part en tour de sortie? Un petit point fouille à domicile? Alors ça, je pense que pareil, dans l'enquête, il faut qu'il puisse justifier
P, ça commence par un P. Oh, attends. Perquisition. Perquisition. Donc, je ne sais pas dans quel cadre c'est justifiable. Je pense que ça dépend, parce qu'en fait, c'est un peu comme tout ce qu'on a vu. Le juge, il est là parce que c'est pas. Il y a un tribunal, c'est parce que il y a des juges, des humains qui vont juger si ils estiment que c'est pas un truc automatique qui va faire tac, tac, tac. Donc, ce ne sera pas automatique. Mais s'ils arrivent à le justifier d'une manière quelconque, que vous êtes organisatrice de l'action et que ça peut valoir le coup de machin, parce qu'ils peuvent trouver des choses, bah là, ils peuvent peut-être le justifier. Mais il faut qu'ils aient un mandat, et c'est soit en présence de vous-même, soit en présence de 2 témoins neutres. Voilà. Est-ce qu'il y a des militants XR qui n'arrivent plus à obtenir de visa de tourisme? Pas à ma connaissance. Encore une fois, comme on fait des tout petits trucs, c'est souvent dans les petits casiers, des trucs, ça se retrouve pas, ça a peu d'impact en fait. Il y a une personne qui avait pris très cher quand ils avaient bloqué le tarmac d'Orly, ce qui est un des trucs les plus, où les gens portent plainte directe, où on prend le plus cher. Ils avaient un procès, ils l'ont attendu 2 ans, je crois que ça va se terminer là et ils ne l'auront pas eu. Mais il y a une personne, ça faisait la 5e fois qu'elle bloquait les avions, elle a pris cher. Mais du coup, voilà, faut voir un peu jusqu'où on va voilà, c'est pour vous donner une idée de la 5e fois qu'il a bloqué un avion. Là, il a fait de la prison pendant 6 mois, je crois. Donc, en fait, il faut vraiment y aller quoi, pour avoir quelque chose. Donc, je pense pas qu'il y ait eu des militants XR qui n'arrivent plus à obtenir un visa de tourisme, pas à ma connaissance. Et comme ça, dans la théorie, je dirais je ne pense pas. Juste encore un petit flou, sur les cas où il vaut mieux donner son identité, la petite, et ceux où il vaut mieux rester sous X. Partez du principe qu'il faut toujours donner son identité. En fait, ça vous évite des conflits diplomatiques avec la police. Mon expérience de garde à vue, c'est on avait défilé à LVMH avec des banderoles, et les policiers sont arrivés, ils nous ont dit bonjour, on va vous demander de décliner votre identité. On s'était tous les 2 dit avant, vas-y, on tente, parce qu'on n'avait jamais fait de garde à vue, donc ils n'avaient pas nos empreintes et tout. On s'est dit, vas-y, on tente sous X. Du coup, on a dit, en fait, on va refuser donner notre identité. Et là, ils sont partis en vrille direct. Ils ont dit, vous êtes sérieux là? Et du coup, bon, alors ça, vous allez coopérer, soit on vous met les menottes. On a mouvement non violent, on va coopérer. Et mettez-leur les menottes. En gros, toute la garde à vue, ils nous ont gueulé dessus. On n'a pas pu appeler nos proches. C'était un peu l'enfer. Donc, en gros, diplomatiquement, ça les énerve beaucoup très vite de ne pas donner son identité. Donc, partez du principe que vous allez donner votre identité, surtout quand, encore une fois, vous êtes légitime à faire ça. Les actions que vous allez faire, en général, c'est pas des trucs ultra vénères où s'ils ont votre identité, c'est pas très grave. De toute façon, il y a 2 millions de personnes fichées S en France. Hein, donc, s'ils veulent vos trucs, ils les auront. Donc, c'est pas ça qui va faire la différence. La stratégie de ne pas donner son identité, c'est plutôt quand on est 50 sur une action où ils n'ont pas forcément envie d'emmener 50 personnes au poste. Donc, si tout le monde refuse, ils vont dire, bon, allez, vous nous saoulez, cassez-vous. Et là, ça vaut le coup. Ou alors, si vous avez fait un truc un peu vénère, mais bon, là, il faut voir. Si vous avez fait un truc vénère, mais que vous n'allez pas faire de garde à vue, chose qui est très difficile à jauger, là, vous pouvez rester sous X, même en contrôle d'identité ou en vérification. Mais, encore une fois, c'est une pression. Du coup, ils vont mettre plus la pression et tout ça. Ça peut être psychologiquement un petit peu dur. Donc, je vous dirais qu'à moins que la Cordo vous dise qu'il y a une stratégie différente, ou à moins que vous-même vous le sentiez vraiment, partez du principe que c'est plutôt donner son identité, le systématique. En théorie, voilà, on peut faire une autre conclusion. En théorie, on assume ce qu'on fait. Évidemment, juridiquement, c'est un poil différent parce que si on prenait des amendes à chaque fois, en fait, on le ferait très vite plus. Mais en théorie, on assume ce qu'on fait et du coup, on est censé faire un visage découvert et se sentir légitime de le faire. Donc je dirais plutôt part du principe que ce sera toujours ça, sauf si toi vraiment tu le sens. Tu peux le tenter, comme moi à LVMH, on s'est dit vas-y on le tente. Finalement, on s'est tous les 2 choper notre carte d'identité parce qu'on était obligé de l'avoir sur nous avant. Et du coup, en fait, on a juste pris cher pour rien, quoi. Mais ça a pas on est quand même parti au bout de 13 heures de garde à vue le lendemain matin, sans suite. Tu vois, ça a vraiment rien donné, mais c'est juste on voulait le tenter, voir ce que ça donnait. Ou alors c'est une stratégie un peu plus globale de l'action. On est d'accord qu'on n'est pas obligé d'avoir sa carte d'identité sur soi. Si l'objectif c'est de donner ton identité et que ce soit le plus rapide possible, il vaut mieux la prendre. Si tu es dans la rue et que tu donnes ton identité, ils peuvent quand même t'emmener en vérification d'identité,
En fait, ça s'appelle comme ça parce que l'idée, c'est de la vérifier. Et par exemple, demander à appeler un proche qui puisse confirmer. Moi, j'avais déjà eu quelqu'un comme ça qui a appelé sa grand-mère pour dire oui, je confirme que ma petite fille s'appelle Bidule pour pouvoir confirmer ton identité. Parce qu'en théorie, il faut qu'il y ait un document d'identité sur soi. Après, tiens, ça me rappelle un truc. Si vous avez votre carte de transport, par exemple, en théorie, ce n'est pas un document officiel, donc ils ne sont pas censés se baser dessus. Mais s'ils voient votre carte de transport, ils ne vont pas se dire « Ah zut, ce n'est pas un document officiel, on n'est pas sûr que ce soit son vrai prénom. » Voilà. Si jamais votre stratégie, c'est de ne pas donner, à l'inverse, prenez rien avec votre identité, quoi. Il faut prendre des tickets et choses comme ça. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir ta carte d'identité sur soi, mais ça facilite la procédure. Si la stratégie, c'est plutôt on va faire une action toute petite, très symbolique, ils vont nous faire un contrôle d'identité dans la rue, on va rentrer chez nous, plutôt que faire 4 heures au poste parce que tu n'avais pas ta carte d'identité, c'est plus pratique de l'avoir, quoi. Donc, ça dépend de la stratégie. Mais tu n'es pas obligé de l'avoir en soi. Au final, très peu de risques d'avoir un casier, oui. En fait, oui et non. Si tu te prends une amende pour dégradation mineure, tu as un casier. Si tu prends une amende pour manifestation non déclarée à 135 €, tu as un casier. Mais ce sera dans le tout petit en bas. Et puis la récidive de manifestation non déclarée, je pense que il faut y aller vraiment avant que ce soit vraiment grave, quoi. Tu vois, 5 tarmacs de Orly, je veux bien comprendre qu'au bout d'un moment, il soit énervé. 5 manifestations non déclarées, c'est quand même pas la même chose, quoi.